nígbòlà náà àjọkọ̀ǹjà pété gbàǹkàtì. Donc, gardez-nous à l'eau, gardez-nous à Epode, gardez-nous à Sabo, gardez-nous à Enabele. Bon, éco, gardez-nous longo. Donc, quand nous sommes rentrés, alors pour vouloir venir chercher la nourriture au village, arrivé à Messok, quand je suis monté au village de Messok, les Bantous m'ont dit qu'il y a une sœur ici, il a besoin de peuple Baka. Ça peut être bon pour toi, comme tu as un peu fréquenté à l'école à Bombang. Peut-être c'est même mieux que tu ailles le voir. Alors, me voici alors parti, c'est la sœur. J'arrive, elle me demande qui es-tu? Je dis je suis un jeune Baka. Donc elle m'a demandé en même temps, par notre causerie, mais Kalo, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on doit regrouper les Baka ici parce qu'ils sont un peu menacés par les Bantous. Donc j'ai dit oui, d'accord. On peut essayer, peut-être ça pourrait aller. Nous sommes venus se promener. On a vu que la partie, il y avait tout un bosquet là qui n'habitait personne. On a passé partout, dans tous les campements, demander les Baka, les volontés qui pouvaient venir être avec nous, habiter ici. Donc, nous sommes arrivés là, en 72, ici au Bosquet.
Voici la mine d'or que j'ai trouvée au Bosquet. C'est les cahiers des naissances des enfants d'ici au Bosquet depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est une véritable mine parce que pour la première fois, on a la date exacte de naissance d'à peu près 800 enfants Baka nés ici au Bosquet entre les années 87, 88 et 2012. Donc ça nous permet pour la première fois dans l'histoire de rencontrer un enfant, un adolescent Baka et lui donner un âge précis, justement. Il y a eu un travail en amont avant ces cahiers, que c'est les travaux du père Delem, et qui avait effectué des fiches en mettant en relation les différents groupes, c'est-à-dire dans chaque fiche des familles, il a noté les parents, les enfants et en plus d'autres fiches qui relient les enfants d'une famille avec l'autre. C'est-à-dire c'est un vrai travail démographique considérable. Alors le travail du père Delem ainsi que d'autres missionnaires à l'époque, comme le père Brisson, sont les travaux fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui d'être ici. Étant donné que notre travail est centré, le but c'est de connaître la croissance des groupes Baka, on doit disposer des âges précis. Depuis des années, on prospectait au Cameroun pour nos enquêtes, et c'est en arrivant au Bosquet que j'ai découvert en fait l'existence des cahiers. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire pour enfin pouvoir mettre des chiffres sur la croissance des enfants, notamment des enfants pygmées, parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas. Et ici, grâce au travail qui avait été suivi depuis des années, on avait enfin la possibilité de répondre à la question. Nous sommes une équipe d'anthropologues, c'est un mot assez général qui traite de la diversité humaine. Il y a une diversité culturelle et dans notre équipe, on a des ethnologues, on a des ethnomusicologues, donc des gens qui étudient les cultures des peuples du monde, et puis on a des biologistes. Donc nous sommes des anthropologues biologistes, nous considérons l'évolution de l'espèce humaine, et c'est pour ça qu'un terrain comme celui-ci, qui est un peu aux marges de l'humanité, c'est-à-dire un milieu forestier assez contraignant et des peuples qui ont des caractéristiques physiques particulières, eh bien, une configuration telle que celle qu'on observe ici nous permet d'illustrer les problématiques de la diversité humaine et de l'adaptation au milieu. Foufou. Et toi, tu vas mettre 36 et 46. Alors, 515, 515, 310, 310, la hauteur de l'épiniliac. Là, c'est la limite entre l'omoplate et l'humérus. Membre supérieur, 628. 628. Je redresse le buste parce qu'on a tendance à se tasser quand on est assis. 287. 287. La collecte de données, souvent en anthropologie, c'est quelque chose d'un peu fastidieux, et surtout les mensurations anthropométriques, ce qu'on appelle la biométrie. On en a besoin pour nos études de croissance, mais sur chaque individu, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, on prend entre 10 et 20 mensurations. Donc ça constitue un trésor de chiffres, mais qui est compliqué à exploiter. 11, 13, 17, 21, 27 et 41, 47. On admet que la croissance est semblable dans toutes les populations d'hommes modernes. Il faut se rappeler que la croissance,
c'est le changement de dimension jusqu'à atteindre les dimensions définitives, plus ou moins, de l'étape adulte. Si la taille entre populations est différente, ça veut dire que les processus responsables de cette taille sont aussi distincts. Cette aussi différence de taille et cette différence de croissance met en évidence une diversité biologique humaine très riche et très importante. Dans le cas des pygmées, on suppose que cette taille réduite, c'est une adaptation à son environnement, à la forêt. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment cette taille adulte se met en place. La collecte des données pendant 6 ans, ça nous permet d'esquisser déjà la courbe de croissance chez les bacas. Et l'utilité immédiate, on l'a vu cette année de façon très claire. Et ça, c'est l'évidence concrète de l'applicabilité de toutes nos données qu'on est en train de ramasser. Coco, bonjour. Ça va? Tiens, viens voir. Bonjour. C'est un cas pathologique qui s'explique en partie par un parasitisme chronique, en particulier un gros foie, une grosse rate, et également un parasitisme à la fois du paludisme, des vers intestinaux, et certainement une malabsorption, c'est-à-dire que là, malgré ce qu'elle mange, elle ne convertit pas ça en croissance. Je vois rien. Où est-ce que je suis allé? Je vais vers l'avant. Bon, voilà, Jeannette, c'est un rouge. On l'a mesuré en 2007, 2008, 2009. Et on voit qu'entre 2008 et 2009, elle a carrément décroché et elle s'éloigne de la courbe normale de croissance des femmes bacas. Et en 2012, elle se place ici bien en dessous des valeurs pour son âge. Donc on voit qu'elle mesure à peu près la taille équivalente à des enfants entre 4 ans et demi et 5 ans et demi, mais pas du tout la taille d'un enfant de 9 ans et demi. C'est-à-dire un retard de croissance considérable. Et on sait, d'après ce que la mère nous a dit, qu'elle avait été malade tout de suite après la naissance et que la mère n'a pas pu l'allaiter. Donc tu diras à la maman, on insiste bien là-dessus, que ça ne doit pas être une question d'argent, donc elle n'a pas hésité à aller au dispensaire. Nous, on prendra ça en charge, de toute façon, ça fait partie aussi de nos responsabilités, quand on voit des cas pathologiques, de faire en sorte qu'on puisse se corriger un petit peu. Là, clairement, on est en dehors même de la recherche, on est dans l'aspect médical, et il faut que cet enfant-là soit suivi régulièrement. Quand je suis arrivé la première fois au Bosquet, je me suis approché de la Casa Palavra, je me suis présenté et j'ai expliqué le but de ma recherche ici. Donc j'allais venir souvent, au moins une fois par année. Et à ce moment-là, je leur ai proposé d'amener de temps en temps un dentiste qui fasse des soins dentaires gratuitement pour les bacas. Et c'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, c'était la première année que j'ai amené un dentiste ici. Et voilà, c'est la 12e fois que j'amène un dentiste au Bosquet, en reconnaissance de leur aide. Voilà, parfait, bougez pas. Dans l'équipe qui est constituée en fait de chercheurs issus d'un certain nombre d'instituts différents, on a l'IRD, on a le CNRS, on a le Muséum d'histoire naturelle, donc avec chacun leur origine, leur culture, leur formation, on a essayé de bâtir un concept qui est celui d'écologie humaine. Ça intéresse les ethnologues
puisque c'est avant tout la réponse culturelle qui sert de médiation au milieu, qui sert à l'adaptation immédiate, mais sur le plus long terme, il y a une adaptation génétique. Donc l'écologie humaine combine ces deux approches, donc bioculturelles, pour en faire un tout. Boto, Boto. Mose, Mose. Ndongue. Tondo. Tondo. Parce que les autres, Peke, Coco, Cana, Bokoko, tout ça j'ai récolté là. Oui, c'est ça. C'est bon pour faire la sauce. On découpe comme ça en petits morceaux comme le coco. Tu mets ça avec le poisson. C'est très bon comme épinard. Le pé combosi, ça vient des parasoliers. C'est une nourriture pour le change. Mais quand il est dépassé, au moment qu'il y a manque de nourriture, tu peux manger. Oui, parce que les singes mangent ce que l'on mange. Le Bosquet, c'est devenu une plateforme de recherche. Et dans la mesure où notre équipe se caractérise par sa multidisciplinarité, nos étudiants du muséum ont là un terrain de recherche que nous, on peut leur permettre d'ouvrir et qui, eux, va leur permettre d'explorer des directions différentes. Soit dans le domaine médical, dans le domaine épidémiologique, soit dans le domaine culturel et musicologique, dans le domaine linguistique, mais également dans le domaine de l'exploration des goûts, parce qu'on est ici dans une situation de peuple de chasseurs-cueilleurs qui ont donc une longue histoire diététique spécifique qui n'est pas celle des agriculteurs, et une des hypothèses est de savoir si le goût, la perception des aliments est différente selon l'histoire évolutive du régime alimentaire. Bang kata mau kokolo ndele. Traditionnellement, les pygmées vivaient en forêt, ils étaient mobiles, ils étaient semi-nomades et ils étaient plutôt loin des pistes, alors que les agriculteurs avaient choisi de développer leur village le long des pistes. Et puis, par l'effet d'attraction de la piste, finalement, les pygmées se retrouvent également en bord de route et là, leur nombre augmente. Donc finalement, l'habitat se structure et se développe. Le Bosquet, qui pour nous est intéressant parce qu'il concentre un grand nombre d'individus, est aussi intéressant sur le plan de l'évolution culturelle. On est déjà dans une ville. Il y a une école, un hôpital, des boutiques. Donc pour nous, c'est déjà le mode de vie des pygmées de demain qui commence ici.
Nous sommes ici, le bar de Jenny. Ici, c'est la salle de danse. On allume à partir de 18h. Les gens dansent jusqu'à minuit. Voilà ma boutique ici. Il y a la castelle et le jus, la cigarette, il y a les cubes magiques, du savon, les chichis pour les petites filles, du chocolaté en boîte, l'huile, en plus les œufs, les King Arthur. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un seul commerçant au nom de Moussa. Il n'y avait personne. Et quand je suis arrivée, j'étais la deuxième personne. Donc j'ai vraiment évolué rapidement. En plus, bon, dès que les gens ont vu comme ça, puisque quand je venais au bosquet, les gens se moquaient de moi que tu peux vivre avec les pygmées, tu vis avec les bakas, tu vas vivre comment là-bas, les gens qui sentent, tu vas faire comment avec eux. J'ai dit non, je suis en train de chercher mon argent. L'argent ne sent pas. J'étais en train de leur dire comme ça. Bon, ils se moquaient de moi au départ. Bon, comme ils ont vu après 2 ans, ils ont vu comment moi j'ai changé. Ils ont dit, oh, donc l'argent de Baka, si est devenu propre comme ça, tu as changé. Oh, nous aussi, on va aller s'installer au bosquet. Après, maintenant, beaucoup de gens sont venus. Il y a déjà 5 commerçants aujourd'hui au bosquet. Avec l'homme Baka, quand il a peut-être 500 francs, s'il voulait acheter peut-être le riz, au lieu d'acheter le riz peut-être de 300, il achète plutôt le riz de 100 francs et il achète l'alcool, peut-être le sachet, le King Arthur de 400. C'est comme ça. Donc, il aime plus le vin que la nourriture. Mais ce sont quand même les gens sans ambition. Quand il a l'argent, il garde ça à l'immédiat. Mais il ne pense pas au lendemain. Je ne peux rien faire devant les enfants. Même mon fils, je ne peux rien faire. Parce que dehors, ils vont l'entraîner à boire le nofia, qui est mauvais, qui tue, qui brûle à l'intérieur du corps. Mais c'est vraiment en train de détruire. Les changements sont très rapides. Malheureusement, parfois ne sont pas les meilleurs, ces changements. Par exemple, on voit l'apparition de l'alcool en masse, si je peux dire. Et ça aussi, c'est un phénomène nouveau d'il y a pas plus de 3 ans. En ce qui concerne l'alcoolisme, ça n'est pas un vice en tant que tel, c'est un symptôme de mal-être d'une population qui voit que les choses vont trop vite autour d'elle. Et donc le refuge, l'évasion, finalement, c'est l'alcool qui l'apporte. C'est une situation qu'on a observée dans beaucoup de minorités opprimées. Et c'est une situation de transition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chez l'homme pygmée, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il ne peut pas changer? Faites bien des analyses pour l'homme pygmée pour savoir pourquoi il ne devient pas comme nous autres. Prélevez leur sang et vous allez dans les gros laboratoires pour voir ce qu'ils sont. Voir s'ils sont vraiment les hommes normaux. Ou bien il n'y a pas un autre sang qui est peut-être par rapport à l'animal, par rapport à autre chose. On prend pygmée comme celui qui est à rejeter. Il faut que l'homme bantou comprenne que le baka a toujours sa place dans la société. Maintenant, il faut avoir vraiment un système qu'on doit vraiment les faire comprendre quand même qu'on a droit. Il faut vraiment respecter le monde des baka. Il faut considérer que la situation n'est pas figée.
les cultures elles-mêmes évoluent. Mais là, on est au moment où la société traditionnelle reçoit le choc du changement. Et quand il y a autour des projets de développement qui ont commencé avec l'exploitation du bois, qui a apporté des ouvriers, des bars, de la prostitution, etc., il y a maintenant un projet énorme. C'est très grand. Ça prend toute la forêt de Congo, et après Congo là-bas, mais en plus, à Messok, à Messéa, donc tous les environnements de Lomé là, la Jovic va travailler, même après la Djala. Donc sur le plan écologique, c'est un projet qui aura des effets négatifs sur la faune, sur la forêt d'une façon générale, mais sur le plan social, c'est aussi une opportunité parce que ça apporte de l'argent, des emplois, du développement, du désenclavement. Et finalement, dans un pays comme le Cameroun, l'enjeu est de trouver de nouvelles ressources, tout en ménageant quand même, autant que faire se peut, le capital naturel. Et c'est cette situation-là qu'on va voir se développer dans les quelques années qui viennent. Jovic, à la phase de prospection, il utilisait presque 250 personnes et on a senti un changement direct de la biodiversité, de l'écosystème, de la chasse. Bon. Tout est en train de partir. Quand nous sommes ici dans ce petit campement appelé Bala, si je pourrais faire un tour, je ne peux rien avoir. Parce que quoi, ça manque. Il y a tellement beaucoup de gens ici au Bosquet. Il faut aller plus loin encore pour trouver ces vies modernes. Ça détruit tout. Jovic a eu un canevas qu'ils ont présenté aux populations. Ils ont dit qu'il y aura minimum 2500 emplois directs et presque 2000 emplois indirects. Là-dedans, on y trouve des Australiens, des Sud-Africains, des Camerounais, des Congolais, des Centrafricains. Vous voyez, une boîte à lettres. Et ça sert à quoi? Ça sert aux suggestions des communautés pour le développement que Jovic pourra nous apporter. Bon, nous suggérons beaucoup de choses, bon, il n'y a pas de résultat. Il y a des informations un peu qui ont daté un peu plus d'un an, bon, c'est insignifiant. Dernièrement, la coordinatrice nous a dit qu'ils sont en train de chercher 400 milliards de francs auprès des bailleurs de fonds comme la Chine. Cette affaire de financement, moi particulièrement, il y a un clochage, il y a un truc qui cloche dedans. Pourquoi? Parce que je me rappelle quand McDonald's International avait pris la présidence de l'entreprise, il avait dit Jovic have not the problem of money, but the best problem is the management. Quelque part, quand Jovic dit qu'il n'y a pas d'argent, ils sont en recherche des financements, nous, ça veut dire qu'ils sont en train de se contredire. C'est encore vraiment un mystère. Tant que le mode de vie nomade prévalait, finalement, c'était difficile d'identifier les pygmées du point de vue de l'état civil en particulier. Ils n'avaient pas de carte d'identité et ils ne se sentaient pas tellement citoyens. Mais à partir du moment où ce processus de sédentarisation est intervenu, le problème s'est posé et donc ils sont devenus visibles, ils sont devenus citoyens, ils se sont mis à payer des impôts, à faire des études. Et ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir des médecins, des avocats, des architectes qui soient issus de la communauté pygmée comme de n'importe quelle communauté au Cameroun.
Au début de la rentrée, nous avions 88 élèves. En fin d'année, on se retrouve malheureusement avec 38 élèves. Vous voyez, un peu plus de la moitié sont partis. On a comme l'impression que les élèves s'intéressent de moins en moins à l'école. C'est pour cela qu'ils partent chaque jour. J'ai été moi-même scandalisé au début de l'année lorsque j'arrivais ici avec l'arrivée en masse des commerçants. Et des commerçants qui attirent, je ne sais pas moi, l'enfant Baka, je dirais, vers le mauvais côté. Vous voyez, l'enfant Baka, il a un penchant pour la musique. Et là, lorsque on allume de la musique en pleine journée pendant que nous sommes dans les classes, je vous assure, c'est grave. Le maître même a de la peine à enseigner parce que tous les enfants sont attirés vers ce qu'il écoute. Vous voyez, c'est une école qui, si on ne fait pas quelque chose pour qu'elle soit attirante, franchement, elle est appelée à disparaître. Alors moi, mes projets, je pense, c'est d'abord de rendre le milieu attirant pour que l'enfant s'intéresse à la chose, qu'on se sente à l'aise de fréquenter dans cette école. Tu as trouvé la bonne réponse. C'est de l'autre côté. Ah oui, c'est bien, il faut cacher. Voilà. Mon ami ici, là. Qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse? C'est juste. Compter, écrire, mais aussi avoir des connaissances de bien travailler et de défendre ses droits. C'est en entraînant et en développant ses compétences, ses capacités, ses talents que l'enfant se donne une chance d'avoir un métier qui lui convient. C'est ça l'éducation. Alors, elle raconte quoi cette chanson? Donc, ça dit que, cela veut dire, oh mes frères, d'abord là, nous avons souffert, nous avons beaucoup parcouru des peines de souffrance que nos frères aînés nous ont maltraités. Nous avons parcouru, mais nous n'aboutissons à rien. Nous sommes toujours pour parcourir. Les pygmées, d'une façon générale, les Baka ici, ne sont pas du tout menacés de disparition. Bien au contraire. Il y a une vigueur démographique remarquable. On voit des petits-enfants partout. Et en plus, la présence du dispensaire permet de réduire une mortalité qui a été longtemps très forte. Les carnets du père Delem nous ont montré que l'espérance de vie à la naissance, il y a une trentaine d'années, était de 24 ans. C'est-à-dire 2 fois moins qu'à l'époque l'espérance de vie des citoyens camerounais. Donc ce gain sur le plan médical donne aussi un gain sur le plan démographique. Donc c'est une population qui, en fait, est nombreuse. Le mode de vie traditionnel, lui, va disparaître. Et c'est typique de toute culture, c'est-à-dire qu'aucune n'est figée. Et l'enjeu, c'est simplement de s'adapter, de prendre le bon virage. Amaya
amale, kwembangane, kwebatone, ingomayo, mabelape, amawaja, amamoba, amale, amalaka, amale, kwembangane, Ingomayo, mamelabe, amawako. Ingola, ingomjali, Amangane, amangane, amangane.